Bienvenue donc sur ce campus Sciences-U, plus particulièrement à l'EFAB, l'école d'immobilier de ce campus. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je crois que je me suis présenté à chacun d'entre vous tout à l'heure, je m'appelle Gaëtan Bailly, je suis responsable pédagogique pour l'EFAB. On a l'ensemble de l'équipe pédagogique qui est ici réunie ce soir, dont Pascal Sareco qui va intervenir et qui va nous parler de sa vision de l'intelligence artificielle. L'objectif de ce soir, c'est, grâce aux autres intervenants également, Frédéric Rode, Christophe Motta, de parler de l'intelligence artificielle et surtout des liens avec l'immobilier et avec chacun de vos métiers dans les secteurs de l'immobilier. Alors, pourquoi on a choisi cette thématique pour ces premiers EFAB Café, ce rendez-vous qui a vocation à se perpétuer une fois par mois. On a choisi cette thématique-là parce que finalement, c'est évidemment une thématique d'actualité. C'est aussi une thématique qui a besoin d'éclaircissement, notamment dans la mesure où finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, et on en parle beaucoup aujourd'hui dans le débat public, dans les médias, l'objectif, c'est aussi d'éclairer un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, quelles sont les opportunités liées à l'intelligence artificielle ou les freins qui pourraient être liés à cette IA dans chacun de vos métiers de l'immobilier. Alors si on revient juste pour cadrer un tout petit peu le débat avant qu'on présente plus spécifiquement nos intervenants, l'intelligence artificielle, j'ai noté la définition, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Autrement dit, peut-être que cette définition, je vois que Christophe déjà commence à grincer des dents, peut-être que cette définition elle-même sera discutée, mais justement, l'enjeu, c'est avant tout de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle dans la mesure où on en parle beaucoup, comme je le disais, mais parfois un petit peu, pas en mal, mais en tout cas un petit peu en étant à côté de la plaque, ou en tout cas en prenant en prenant des outils numériques pour de l'intelligence artificielle alors que ça n'en est pas. Et ça, on a des exemples à peu près tous les jours quand vous allumez la télévision, quand vous écoutez la radio. Donc, cette définition, à partir de cette définition-là, on va pouvoir se poser la question de savoir si ces outils numériques, donc ces intelligences artificielles, ces dispositifs numériques, vont être plutôt une aide pour nos métiers de l'immobilier? Est-ce que c'est une vision opportuniste qu'on a devant nous, des opportunités qui se présentent, ou plutôt un mirage? Est-ce que véritablement on va pouvoir mobiliser l'intelligence artificielle en tant qu'outil qui apprend un peu à l'image d'un être humain? Est-ce qu'aujourd'hui on a ce type d'outils disponibles pour nos secteurs d'activité que sont les secteurs de l'immobilier ou non? Les interventions de chacun de nos participants vont éclairer ces interrogations. Nous avons donc à ma droite Pascal Sareco qui est architecte de formation et qui est responsable pédagogique chez nous à l'EFAB pour les BTS professions immobilières. Et donc il est architecte, enseignant en immobilier, et il va pouvoir nous proposer sa vision de l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de la préparation d'enseignement. Par exemple, est-ce que ça peut être une aide, un outil, notamment dans la préparation de cours en architecture, et comment on peut voir les liens entre immobilier, architecture, mais aussi la culture, le patrimoine avec l'intelligence artificielle. Frédéric Rode, qui est lui aussi passionné de tous les outils numériques, qui est grand spécialiste de la création de logiciels d'aide à l'activité et à la gestion immobilière. Et puis Christophe Motta, président de Wizio. Donc c'est
un outil numérique que Christophe pourra nous présenter. Alors, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Et en tout cas, j'imagine que tu t'es posé la question et tu vas pouvoir répondre à cette question. Ce que je propose pour commencer ces débats, ces échanges, c'est que chacun vous puissiez vous présenter et surtout présenter les liens entre vos activités en lien avec l'immobilier et l'intelligence artificielle. Je propose de commencer par Pascal, ensuite Christophe et Frédéric. On a déjà un petit micro. Tout à fait. Je ne sais pas si je parle super fort ou pas, ou si tout le monde m'entend actuellement, parce que vous voulez que je me lève. Accusez, levez-vous pour une danette. Pour une danette. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est un moment particulier, effectivement, de pouvoir parler de l'intelligence artificielle. Moi, jusqu'à maintenant, je pensais que j'étais artificiellement intelligent, donc il y a une bonne connexion qui se fait. Je le prends rapidement. Donc, moi, j'ai découvert l'informatique à 25 ans, au moment où l'informatique n'existait quasiment pas. C'est vrai que la question de l'intelligence artificielle, elle se posait que dans les romans et dans les films. Donc, moi, je suis très friand. Donc, je vous ferai aussi un petit récap aussi de romans anciens, parce que j'avais lu une phrase un jour qui disait que le présent en fait confronte, mais que le passé et le futur rassemblent. À méditer. Je fais partie d'un groupe de designers qui s'est posé effectivement cette question plusieurs fois, et notamment il y a à peu près 9 mois, sur justement est-ce que l'intelligence artificielle est un danger effectivement pour les designers et pour la créativité. Est-ce que les créatifs, donc je vous montrerai quelques images effectivement de d'outils IA, de la création de sites web, l'invention et la création de mobilier à partir effectivement de mots-clés connus ou moins connus. C'est particulier. Et puis, juste pour terminer, donc, ça fait à peu près aussi presque 6 mois que je suis allé me pencher sur l'affreux chat GPT. J'ai lu une phrase aussi dans un article de quelqu'un qui disait: j'ai l'impression de parler à un extraterrestre qui essaie de parler notre langue. Et j'avoue que j'ai à peu près le même point de vue là-dessus, parce que j'ai essayé d'avoir une discussion, de chatter effectivement pour en sortir quelques éléments, soit des notions de cours, soit des graphiques, des tableaux, etc. Et c'est vrai que c'est bourré d'erreurs, donc à voir effectivement pour la prochaine version qui apparemment est beaucoup mieux, mais là pour l'instant je suis sur la version 3 et c'est un petit peu compliqué. Bon allez, moi je vais dire, je prends une danette, je prends la parole, je vais me lever. Donc je suis Christophe Motard, effectivement je suis fondateur d'une société qui s'appelle Visio, qui est spécialisée dans la digitalisation des métiers du patrimoine, donc offrir des outils, j'y viendrai après, pour les gens qui travaillent dans l'immobilier et qui ont besoin d'un accompagnement. Moi mon premier ordinateur, c'est vrai que je l'ai eu, c'était en 82 ou 83. Donc j'étais un des pionniers, on va dire, à en avoir. Je donnais, quand j'étais en 6e, des cours d'informatique, c'est pour vous dire. Donc c'était il y a longtemps, je sens que j'ai 51 ou 2, je ne sais plus. Mais c'est pas très grave ça. L'immobilier, je l'ai connu en tout cas les métiers informatiques liés à l'immobilier, c'est quelque chose que j'ai connu dans le cadre de la loi Ponce. C'était en 95 et j'ai développé mes premiers simulateurs immobiliers. Donc c'était sous Excel. Et il y avait déjà des algorithmes, parce qu'il y a des algorithmes dans Excel, et déjà depuis là, d'optimisation qui permettent, avec des requêtes cibles, ceux qui connaissent Excel savent, d'aller chercher un résultat qui ne s'obtient pas par calcul directement. Alors il s'obtient par dichotomie pour un ensemble de traitements. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'informatique, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'immobilier, c'est comme ça aussi que plus tard, en 2008, je suis devenu entrepreneur. Je suis allé sur le terrain, je suis allé faire de la vente immobilière pour comprendre le métier, pour le digitaliser. Et aujourd'hui, moi, l'intelligence artificielle, dans mon métier au quotidien, c'est quoi? Ce sont des gens qui vendent de l'immobilier directement, indirectement, beaucoup d'immobilier d'investissement et qui ont besoin de data. Cette data, qu'elle soit retraitée, parce qu'on parle de big data, donc il y a beaucoup d'informations, le marché immobilier, les emplacements, l'emplacement des crèches, etc. Donc qui ont besoin d'un retraitement de cette information pour pouvoir ensuite, eux, s'en servir dans le cadre d'un discours de vente, dans le cadre du calcul d'une opportunité d'emplacement d'un bien ou d'une acquisition. Et de fait, cherche quelque chose de plus simple que
aller chercher de l'information à droite, à gauche, la collationner. Et voilà, c'est vrai que par rapport à la définition que donnait tout à l'heure Gaëtan, je ne suis pas très fan, parce que, et on y reviendra juste après, pour moi, on mélange tout. Du coup, ça génère de la crainte, là où je ne vois que des opportunités. Alors, c'est peut-être mon côté optimiste. Je suis un optimiste de nature. C'est peut-être aussi ce qui fait que je suis entrepreneur, c'est que même quand je prends des grosses baves dans la gueule, j'y vais. Voilà, et je pense que l'intelligence artificielle, c'est une occasion de s'en prendre une grande. On est en train de se la prendre, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le craignent, ça, justement, de se prendre une grande bave dans la figure par rapport à son métier. Je crois qu'il y a d'autres manières de l'appréhender, et ça, on va en discuter tout à l'heure. Très bien. Donc j'enchaîne. Frédéric, moi je suis depuis que je suis rentré dans la vie active dans l'immobilier. Ça fait 26 ans aujourd'hui. J'ai discuté avec quelqu'un dans l'assistance. J'aurais dû être avocat et par un concours de circonstances, je ne l'ai jamais été. Je suis rentré dans l'immobilier tout de suite. D'abord dans la gestion de copropriété. Ensuite, j'étais directeur d'agence chez un promoteur. Ensuite, j'ai travaillé chez un bailleur social. Donc, en fait, j'ai touché un petit peu tous les métiers de l'immobilier, que ce soit la gestion de l'administration, la gestion locative, l'administration de biens, la promotion, le développement foncier. J'ai tout fait sauf du tertiaire. Et depuis 6 ans, j'ai basculé du côté obscur de la force chez les éditeurs de logiciels. Et donc du coup, je suis un petit peu de l'autre côté du miroir, où j'aide les professionnels à gérer leur patrimoine grâce au logiciel. Et ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que quelque part pour moi aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, enfin c'est tous les jours, et quelque part c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg que j'appelle moi plutôt de la transformation numérique du secteur de l'immobilier, où voilà, on voit cette partie-là qui émerge parce qu'elle fait beaucoup de buzz. Et j'étais entièrement d'accord tout à l'heure avec Christophe, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière, déjà de une. Ensuite, attention à ne pas reproduire ce qu'on a pu connaître avec le greenwashing, avec l'intelligence artificielle washing, la mettre à toutes les sauces et finalement on parle de tout et de rien. Et finalement la question essentielle que je pourrais renvoyer, c'est ensuite en tant qu'utilisateur, c'est quel intérêt pour moi finalement. C'est de savoir déjà donc, de quoi parle-t-on et ensuite qu'est-ce que je vais en faire comme usage. Donc voilà, je pense que ça permet déjà de cadrer un petit peu. Et ensuite, alors moi, contrairement, sur ma fiche de paye, c'est marqué ingénieur principal en informatique, ça fait rire tous mes enfants. Et le prisme que je vais, moi, plutôt aborder ce soir, ça va être de voir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de la conception, et là je vais être très intéressé par la conception, notamment en termes d'architecture, parce que c'est une de mes marottes. J'avais, dans une vie professionnelle antérieure, enseigné à l'ENSAL un petit peu, et donc j'ai gardé beaucoup d'affection avec la partie conception et architecture. Donc de la conception jusqu'à la gestion, en passant par la partie transaction, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'outils? Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, finalement, l'outil, c'est le comment. Et ce qui est à la base, c'est d'abord le quoi. C'est de quoi j'ai besoin. Alors, merci Frédéric. Ça me donne une transition déjà toute faite. Merci pour ces présentations chacun. Alors, à partir de ces grandes questions qu'on peut se poser, donc, on a précisé un petit peu ce que peut être l'intelligence artificielle. Finalement, quel lien on peut faire et quel lien voyez-vous au quotidien dans le cadre de vos activités? Quel lien voyez-vous entre le secteur de l'immobilier, vos activités et puis cette fameuse intelligence artificielle? Peut-être que là aussi, Christophe peut commencer, parce que tu es quand même assez bien concerné. Oui, alors au niveau de mon métier, et des gens que je côtoie, qui sont dans le monde de l'immobilier, le lien direct qui se fait, il est surtout sur la capacité à digérer de la data. Je parle de digérer, je ne parle pas d'analyser. Analyser, c'est quelque chose, je fais une lecture d'un document et je le restitue.
Hein, c'est, on va dire, de l'OCR. Vous prenez un document, vous le mettez dans un scanner. Vous avez un logiciel derrière qui va vous retaper sous le traitement texte. C'est une pure analyse. Le digérer, c'est différent. Si je le mets dans le scanner, ça va le transformer en mots. Et ces mots, on va me dire, grosso modo, quel est le sens. Voilà. Donc, ce dont ont besoin aujourd'hui les professionnels de l'immobilier qui viennent chercher nos solutions, c'est qu'on donne du sens à la data. Et ce sens à la data, on est déjà dans l'intelligence artificielle. Mais, et donc on y reviendra tout à l'heure, ce sens, il n'a de valeur qu'à partir du moment où j'ai l'historique, j'ai l'expertise, j'ai la capacité, j'ai la connaissance pour pouvoir le comprendre. Parce que si je ne connais pas quelque chose, je ne vais pas pouvoir reconnaître et je ne vais pas pouvoir comprendre ce que la personne est en face de moi. Donc nous, ce qu'on met dans nos logiciels, c'est à la fois la mise à disposition de la data, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais également de la mise à disposition de data digérée qui va permettre de prendre des décisions éclairées avec un angle de vue différent, de celui que j'ai, mais que je peux comprendre parce que j'ai la culture qui va avec. Et c'est là tout le nœud, à mon avis, du bénéfice qu'on peut en avoir. Et ensuite... Peut-être la compréhension ou la capacité. Bah, c'est ça, j'ai la culture, la compréhension, la capacité à dire ça c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que peut-être que dans ta déception, j'ai l'impression de parler avec un extraterrestre, c'est parce qu'on ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage. Et puis quand tu me dis des choses, j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu faux ce que tu me racontes. Voilà, donc dans notre métier, c'est ça. En tout cas, pour me concernant, je mets à disposition de la data, je mets à disposition de la data digérée pour donner un angle de vue différent, complémentaire, voire des idées. Et ça, je pense que ce qui est fondamental dans ce que vient de dire Christophe, c'est que sans les données, et c'est un peu le concept de big data, mais sans la donnée, on ne fait rien. Maintenant, ce n'est pas la peine d'empiler des tonnes et des tonnes de données si effectivement on ne sait pas les organiser, les comprendre, les lire, les exploiter. Et en fait, on s'aperçoit souvent que dans les données qui sont utilisées, il y en a à peu près 20% qui sont vraiment très exploitées. Et puis tout le reste, on en arrive à parler de dark data parce qu'elles ne sont pas du tout utilisées. Oui. Et ça pose la question ensuite des bases de données. Oui, mais excuse-moi, mais ces données, vous les prenez où? Parce qu'il y a aussi la protection des données, avec toutes les réglementations qui sont en place, etc. Vous gérez ça comment? Alors, il y a deux choses. D'abord, savoir qui collecte la donnée et ce qu'on a le droit d'en faire. Il y a une grosse réglementation autour de la donnée et de la data personnelle, dans le cercle privé. Et ça, peut-être que les gens n'en ont pas conscience, mais quand on parle du RGPD, on ne parle que de la data privée. Et attention, on ne parle pas de la détention de la data, on parle de son exploitation, du droit d'exploitation. Donc typiquement, aujourd'hui, je pense que vous venez tous à peu près en tant que professionnels, les données vous concernant, j'ai le droit de les détenir, j'ai même le droit de les exploiter, j'ai le droit de vous appeler, j'ai le droit de vous relancer. Il n'y a qu'à partir du moment où vous êtes considéré dans le cercle privé, que là, je ne peux plus les exploiter. Premier point. Deuxièmement, donc aujourd'hui, la data, tous les gouvernements et on va dire toutes les plus grandes institutions font en sorte de les mettre à disposition. Aujourd'hui, vous avez data.gouv, par exemple, qui sont des bases de données énormes, les notaires, tout ce que vous voulez, qui mettent à disposition ces informations-là. Et dans le marché de l'immobilier, justement, l'immobilier des notaires, etc., donc cette data, donc, qui est disponible gratuitement, elle est mise à disposition par le gouvernement, pas pour faire bien. Parce que si eux ne le font pas, d'autres sociétés type Google, etc., le font. Et du coup, eux ont les capacités à traiter, à collecter et à traiter, là où les entreprises françaises n'ont pas la capacité à collecter et à traiter. Et de fait, ce serait pénaliser le marché français, les entrepreneurs français, que de ne pas mettre à disposition cette data-là. Donc oui, la data est disponible. L'accès à la data est favorisé, et en particulier par le gouvernement. Et d'autre part, il y a beaucoup, comme pour l'intelligence artificielle, de fausses idées sur la confidentialité des données. C'est un leurre, voilà, et tout simplement parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont juste phénoménaux derrière. Donc la data, elle est disponible, et après on met les algos qui les traitent. Et justement, par rapport à cette disponibilité des données, est-ce qu'on n'a pas besoin, et d'ailleurs tous les étudiants sont confrontés au fait que effectivement le gouvernement a des logiciels data.gouv et même Légifrance par exemple pour les juristes. Bien sûr. Mais par contre, on n'arrive pas à l'exploiter, on n'arrive pas à les lire ces données, on n'arrive pas à aller chercher exactement ce qu'on veut. Donc est-ce que justement, on ne peut pas se dire que l'intelligence artificielle va être là pour aller piocher à notre place les données qui correspondent à une recherche, à une question que je me pose?
Est-ce que là, on va pas voir une opportunité de l'intelligence artificielle et peut-être que Pascal a son point de vue là-dessus. Il est gentil, il me donne la parole. Génial. Alors, moi, je voudrais peut-être... Là, je vois qu'on part dans un débat qui est déjà très opérationnel, dont je ne maîtrise pas forcément le vocabulaire. Déjà, pour moi, la data, c'est quelque chose dont... C'est un mot que je connais depuis une dizaine d'années. Je n'ai pas vraiment réussi à mettre une explication sur ce que c'est que la data. On parle beaucoup du big data, on parle de la smart city. Je pense qu'on a tous entendu ces termes-là. C'est pareil, je pense qu'il faut peut-être les expliquer parce que moi, je ne les maîtrise pas. Je trouve ça super intéressant de rentrer dans l'opérationnel. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est donc du coup, c'est un peu notre quotidien. Et quand on parle de la data, c'est vrai que aujourd'hui, on entend là depuis quelques semaines, quelques jours. On entend, oh là là, mais en fait, ChatGPT, les data, etc., est-ce qu'on pourrait faire une pause de 6 mois? Parce que je pense que c'est en train de partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, il y a toutes les grandes huiles de la tech qui sont en train de s'énerver là-dessus et qui lancent un espèce de signal un peu fort par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça serait intéressant aussi de prendre de la hauteur et se dire, ok, alors toute cette data, est-ce qu'on la maîtrise vraiment? Est-ce que c'est que de la data? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est que de la data? Est-ce que... Et puis, après, peut-être voir aussi... donc moi le point le plus important qui m'intéresse, c'est la création de métiers par rapport à cette data, par rapport à l'IA, et surtout la disparition de fonctions, de métiers aussi dans les années à venir, parce que forcément, on va dire que on voit qu'il y a une précarité numérique et entre guillemets un chômage numérique qui est en train de pointer l'ombre de son nez. D'accord. Après, il va dire que je suis négatif. Non, c'est mon côté économiste qui va reprendre oui, tout à fait. Et que ce point-là, il est pas en fait à oblitérer, puisqu'en fait, on sait que chaque époque, chaque période, effectivement, a fait que il y a eu une évolution de la machine, toujours, qui a fait que tout d'un coup, il y a une translation aussi des métiers. La révolution industrielle. Tout à fait, la révolution industrielle. Voilà. Effectivement, c'est une révolution supplémentaire. Voilà. Donc, j'aimerais bien que tu me répondes à tout ça. Moi, je laisse Gaëtan, je n'anime pas. Sur la data, je pense qu'on arrive au sujet que tu as évoqué, c'est d'abord définir ce qu'est l'intelligence artificielle et qui met justement en lumière, ce que tu évoques très bien, c'est qu'est-ce que la data, qu'est-ce que l'algorithme, qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Les smart cities. Pour revenir sur qu'est-ce que la data, peut-être que là aussi Frédéric va pouvoir nous éclairer là-dessus, puisque c'est un petit peu aussi l'objet de ton activité, me semble-t-il. Donc déjà, effectivement, qu'est-ce que la data, comment on peut exploiter la data, et ça va nous amener finalement à définir un peu mieux ce que c'est que cette fameuse intelligence artificielle pour en voir les opportunités et les applications possibles. Oui, effectivement, ce qu'on disait juste avant, c'est que l'intelligence artificielle, qui finalement n'est qu'un outil, c'est rien d'autre. Si elle n'est pas... Donc après, on peut commencer à rentrer dans le détail de l'algorithme, pas l'algorithme, et ça effectivement, ça va être, je pense, une question vraiment centrale. Oui. Mais si déjà, tu ne mets pas de carburant quelque part dans la machine, le carburant c'est la donnée. Alors on disait toujours que la donnée c'est le pétrole du 21e siècle. Certes, mais si le pétrole il n'est pas raffiné, s'il n'est pas transformé et s'il n'est pas passé du brut ensuite à tout ce que tu peux avoir, on n'en fera rien. La donnée, on n'en fera rien du tout. Donc déjà c'est de savoir la donnée, où est-ce que je la collecte, comment est-ce que je la collecte, comment est-ce que je l'utilise, comment est-ce que je l'exploite. Ensuite, c'est effectivement tout le concept de data management, de gestion de la donnée. Dans les données, on parle de quoi est-ce qu'on parle? Effectivement, si on revient à l'immobilier, il va y avoir les données de l'immeuble que lui-même va produire via, par exemple, les objets connectés, déjà de une, donc les équipements. Mon ascenseur va produire de la donnée, mon chauffage. Les compteurs Linky. Exactement. Grand sujet exactement. de collecte de données. Les occupants vont produire de la donnée. Donc là, on commence à rentrer dans les questions, effectivement, de données personnelles ou pas.
Est-ce que le propriétaire de l'immeuble, bon, quand on est en copropriété, c'est encore un peu différent parce qu'on est son propre propriétaire, mais comment est-ce que le gestionnaire, par exemple, va pouvoir exploiter ces données-là, qui sont issues d'occupants, donc après de locataires, propriétaires ou autres. Les données qui vont être issues des outils, des différents outils, quand on va lancer des traitements. Et effectivement, les données personnelles, ou voire même les données sensibles, si on gravit encore un échelon en plus. Donc, tout cet ensemble-là, effectivement, si on veut l'utiliser, on doit plutôt le mettre à disposition, et comment dire, là tu as la notion de base de données fermées qui appartiennent à une entreprise, à un particulier ou autre, ou base de données ouvertes. Et là, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est une excellente opportunité qu'on puisse avoir en France des choses qui sont très bien organisées, ou pour faire tourner ensuite tout un ensemble d'applications, de traitements, de logiciels plutôt, et pouvoir produire de la donnée intelligente, parce que finalement, au-delà du big data, c'est quelque part rendre la donnée intelligente et intelligible, déjà, et c'est pouvoir ensuite l'exploiter. Alors ensuite, l'exploiter, on peut faire énormément de choses avec, et on verra d'ailleurs dans l'ensemble des métiers liés à l'immobilier, comme je disais tout à l'heure, que ce soit en conception, et ça j'aimerais bien qu'on parle un peu de mid-journée, tout ce qu'on peut faire avec. Sur la partie par exemple promotion, commencer à réfléchir sur, tiens, potentiellement j'ai tel immeuble qui est aujourd'hui, parce que je sais qu'il est par exemple soit à démolir. Donc potentiellement, je vais avoir une friche, et donc aujourd'hui elle vaut tant, demain combien est-ce qu'elle vaudra. Ça c'est sur la partie urbanisme. Ensuite il y a la partie construction, où là il y a énormément de choses sur le domaine de la construction. On pourra parler de tout ce qui est en lien avec Autodesk, et puis moi j'ai vu encore des choses mais qui m'ont waouh, assez hallucinant ce qu'on peut faire. Après, sur la partie commercialisation, gestion, il y a vraiment aujourd'hui dans la partie, comment dire, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a vraiment des choses qui m'ont vraiment impressionné. Donc la question ensuite, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Ça, on pourra en reparler. On parlait du principe de précaution tout à l'heure, c'est très franco-français. Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais oui, effectivement, ensuite, pour qui, pourquoi, quelles sont les opportunités, ça c'est plutôt dans le deuxième. Mais en fait, la question que vous posez, moi je l'avais plutôt imaginée en conclusion. Et je vais relancer, je vais passer la parole à Pascal, parce qu'effectivement, sur la partie conception, par exemple, droit, propriété intellectuelle, droit à l'image, si je suis architecte, je vais me poser des questions de savoir, est-ce que si je le fais faire par mid-journée, ça appartient à la société qui fait le logiciel, ou est-ce que finalement ça appartient à tout le monde? Parce qu'une fois que finalement, pour en revenir à la question de la donnée, une fois qu'on a diffusé la donnée, mon intelligence artificielle va aller la récupérer à un instant T et va pouvoir la remettre encore une fois. Donc c'est effectivement une vraie question en termes de protection de la donnée, voire protection de la propriété intellectuelle. Ouais. C'est intéressant, donc merci d'avoir précisé un petit peu ce que c'était, ce qu'on entendait déjà par données. Donc on sait qu'on peut exploiter, on a des données en immobilier, des données liées aux bâtiments, liées aux usages des bâtiments notamment, mais on a aussi des logiciels qui permettent de gérer cette donnée, d'où le data management. Mais est-ce que l'intelligence artificielle est capable de créer de la donnée? C'est un petit peu la question qui est sous-entendue par ton dernier propos, et c'est la question aussi qui se pose de manière générale, pas seulement dans l'immobilier, liée à l'intelligence artificielle. Finalement, lorsque je demande à ChatGPT de composer une symphonie ou un autre logiciel d'intelligence artificielle, est-ce que si je lui demande de composer une musique ou de concevoir un bâtiment, est-ce qu'il est propriétaire de cette œuvre? Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est de la donnée nouvelle? On sait comment exploiter la donnée. Est-ce que l'intelligence artificielle est là pour
créer de la donnée, notamment en immobilier, et ce qui va apporter là aussi une transition vers la deuxième question, c'est que finalement, quel va être l'impact de cette intelligence artificielle? On a vu qu'il y a des liens, et quel est l'impact positif, négatif, et quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de l'immobilier? Ah oui, pardon Pascal, effectivement, Christophe, faire une parenthèse, répondre à ta remarque de tout à l'heure. En même temps, ça va faire un lien peut-être entre les deux, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec la dernière partie de ce que tu as dit, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que, peut-être déjà pour répondre sur ce qu'est la data. La data, c'est les fameuses images dont tu parlais, donc je crée une image d'un immeuble, l'autre il crée une image d'un immeuble. Ça, c'est la data. Je prends une image, de la manière que je prends une information. Donc, on appelle ça de la data, et l'avantage, c'est que sur Internet, avec les réseaux sociaux, avec toutes les recherches qui ont été enregistrées, avec tout ce que les objets connectés, tu as raison, produisent comme information, tout ça, ça s'appelle la data. C'est la donnée brute. C'est-à-dire, je prends du sable, et dedans, il y a tout ça. Ensuite, on a les algorithmes. Les algorithmes, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Il prend un grain, on lui a dit que le grain gris, il le mettait là, il le met là, ou l'image de l'immeuble, elle le met là, il le met là. Là, on est dans des algorithmes, on n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle. Et les algorithmes, c'est ce qu'on utilise depuis très longtemps. Si je prends le moteur de recherche Google, c'est qu'un algorithme. Il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière le moteur de recherche de Google, pas du tout. Pourtant, ça fait longtemps que ça existe. Donc la data, ce sont les mots, les expressions, les sites internet. Les algorithmes, c'est le moteur de recherche qui me permet d'interroger, de classer ces informations, de les classer. Et on arrive enfin à l'intelligence artificielle, où on se pose la question de savoir, est-ce que je crée? Donc la data, c'est bon, les algorithmes, c'est bon, et ensuite il y a l'intelligence artificielle, est-ce que je crée? Et là, c'est l'exemple que je prends, c'est que l'intelligence artificielle ne dit pas la vérité. L'intelligence artificielle, c'est un modèle probabiliste. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être expliquer ce qu'est un modèle probabiliste pour vous. C'est que l'exemple que je prenais, je vois qu'il y a des étudiants et ça me fait plaisir. L'exemple que j'avais pris quand j'étais en cours, c'est que je montre deux photos. Donc, j'ai une base de données. C'est pas toi. Donc, je prends deux images. Je prends l'image d'un chat et l'image d'un chapeau. Et je dis donc base de données, data, j'ai une banque d'images. J'ai une banque d'images, donc d'images, il y en a plein. Un chat, un chapeau. Et je dis à l'intelligence artificielle, qui a effectivement des algorithmes, mais qui sont conçus d'une certaine manière qu'ils apprennent tout seuls et qui se construisent eux-mêmes tout seuls. C'est pas quelqu'un qui les code, ils se construisent eux-mêmes tout seuls. Et je lui dis, c'est quoi le chat? Au début, il ne sait pas. Donc il va montrer l'image du chapeau. Je vais lui dire, ou il va me montrer une image d'un chat, peu importe. Donc, il va dire, ça c'est le chapeau, donc, ça c'est pas le chat, puisqu'il a répondu ça, je dis c'est pas ça, donc il va se dire, ça doit être l'autre. De la même manière, je lui montre deux images, et là on rentre dans ce que tu disais, un chat, lequel est le plus beau? Il n'a pas pris le chat de Schrödinger, parce que là... J'aurais pu, j'aurais pu prendre, mais bon, voilà, juste son double. Bon bref, lequel est le plus beau? Et là, vous voyez, on commence, dans les bâtiments, à se dire, lequel est le plus beau? Je donne à un algorithme, je lui pose la question, il ne sait pas répondre. Lui, on lui a appris ce qu'était un chat, on lui a montré, il y a deux oreilles, il y a deux machins, ça, il sait reconnaître. Mais maintenant, je lui demande quel est le plus beau. D'accord? Et donc, il va naturellement essayer d'imaginer, donc on va dire c'est celui-là, et puis naturellement déduire des règles. D'accord? Donc, on appelle ça des dimensions. ChatGPT, c'est des milliards de dimensions qui vont lui permettre, avec l'entraînement, et c'est là la grosse différence. Je lui demande d'abord une photo, on dit c'est celui-là le plus beau. Je lui remonte une deuxième, c'est celui-là le plus beau. Alors ça, vous le faites tous les jours avec les petits CAPTCHA. Vous entraînez pour reconnaître les caractères, pour reconnaître les images, etc. Donc vous entraînez les IA tous les jours. Ou quand vous mettez un like sur une photo de chat, je peux vous garantir que vous expliquez à ChatGPT ce qui est un joli chat. Quand vous mettez vos likes de partout. Vous les entraînez. On est déjà dans la data, mais à aucun moment vous dites le like que j'ai mis sur le chat pour dire qu'il était mignon. Voilà. Vous l'avez entraîné. Et vous avez dit ce qui était un bel immeuble, ce qui était une belle photo, ce qui était une belle reproduction, je ne sais pas, d'un article, de quoi que ce soit. Vous les entraînez. Et au bout du bout, avec le temps, avec cet entraînement, c'est des milliards d'analyses, il arrive à définir ce qu'était un joli chat. Quand on lui demande de dessiner un joli chat, d'écrire une jolie symphonie ou de faire un bel immeuble, il va prendre les dimensions qu'il sait être jolies, il fait rentrer des éléments aléatoires à l'intérieur et il crée. Ça, c'est ce que fait l'être humain. Il a appris à l'école des règles. Il a ensuite appris par sa culture, par ses sensibilités, qu'est-ce qu'était le beau. Et on sait que le beau, le bon, c'est beaucoup d'éducation. Il y a un peu de naturel. Après, il y a les artistes créateurs. Et ensuite, il crée.
parce qu'il rentre de l'aléatoire à l'intérieur en appliquant les règles du beau pour créer quelque chose de nouveau. Donc je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'il y a des droits ou pas de droits d'auteur. Oui, on pourrait dire, pour moi c'est le cas, qu'il y a des droits d'auteur, parce qu'il a créé quelque chose à partir de critères objectifs, subjectifs et de critères aléatoires. J'associe du subjectif, de l'objectif et du aléatoire. Je suis dans la création. Je suis dans l'algorithmie, je reproduis, je colle des trucs entre eux. Il n'y a pas d'aléatoire, je les ai collés entre eux. Voilà. Donc ça, j'espère avoir répondu en partie à tout ça. Si je puis me permettre, c'est juste que ces algorithmes ont été faits par des humains eux-mêmes avec des biais cognitifs. Et que la transposition du biais cognitif du fait humain se transpose dans l'intelligence artificielle. Pas d'accord. Et que l'intelligence artificielle n'est qu'une production de humain, mais limitée par ces biais. Eh ben, c'est là où justement, c'est là où, non, j'ai du mal à expliquer, juste 2 secondes, c'est là où on introduit le biais, c'est pas dans la programmation, c'est dans l'entraînement. Nos propres biais sont des entraînements. Oui, mais les algorithmes, ils sont justes, ils fonctionnent bien. L'entraînement, c'est-à-dire dire quel est le beau chat, ou est-ce que Hitler c'était quelqu'un de bien, parce que c'est ça le problème. Est-ce que ça c'est vraiment un beau bâtiment? Est-ce que ça j'ai le droit de le faire? S'il y a plus de personnes qui lui entraînent à dire que le mal c'est bien, et que la Terre elle est plate, ou autre, il va dire des bêtises. Ou qu'un bâtiment pas du tout fonctionnel c'est beau, il va sortir des bâtiments pas fonctionnels. Est-ce que justement là-dessus, je pense que là, Pascal va avoir son regard sensible aussi sur cette question. Finalement, Je provoque, j'aime bien. Est-ce que le fait d'entraîner une intelligence artificielle à dire quel est le plus beau chat, quel est le plus beau bâtiment, est-ce que ça n'entraîne pas une standardisation des goûts, de la 100% d'accord. Ah oui. S'objectivise justement, et là on va perdre complètement la sensibilité humaine qui est, je le sais, chère à l'âme d'architecte de Pascal. Je viens de te défendre, là, pour le coup. C'est ça qui fait toute ta force. C'est aller contre l'adversité. Merci. Je voulais déjà poser un peu un postulat, enfin 2-3 postulats avant de répondre et de réagir. C'est premièrement, est-ce que l'intelligence artificielle va évoluer rapidement et d'une manière exponentielle? La réponse est oui. La question de la singularité, effectivement. La question est oui. Et est-ce que ça va être étourdissant? La réponse est oui, probablement, ça va être étourdissant. Je vous donne un exemple de mon expérience de jeune architecte encore étudiant. On faisait ce qu'on appelait des charrettes. Charrettes, c'est on est tous à la bourre et on bosse le soir. Parce que... On appelle ça des sprints dans le dev, mais c'est pareil. C'est pareil. La charrette, parce qu'effectivement, à Paris, les étudiants en Beaux-Arts, ils travaillaient des charrettes. Effectivement, ils travaillaient leur boulot sur des charrettes, donc on appelle ça une charrette. Et puis, en fait, on était en train de galérer sur les débuts de l'informatique. C'est-à-dire que Windows 95, c'est le début d'un environnement... Bah oui, je sais. C'est le début... Non, mais il faut revenir au passé. 3.1 avant, quand même. Windows 3.1. Oui, Windows 95, c'est le début d'un environnement qui est à peu près sympathique pour travailler sur l'informatique. Avant, c'était effectivement des traits, des points ou des 1, des 1, des 0. Et l'utilisation, quasiment pour la première fois, d'une souris, en fait. Donc, c'est... oui. Quasiment d'une souris, c'est-à-dire autre chose qu'un clavier. En fait, on a un rapport qui est autre chose qu'une machine à écrire. En fait, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se libère. Bon, après, il y a eu la tablette, il y a eu plein de choses, etc. Et du coup, on naviguait dans cette période de transition. On était encore sur des plans papier, des cales qui se déchiraient, l'odeur de l'ammoniac, et puis le début de l'informatique où imprimer, c'était presque une quête en fait. C'était voilà. Imprimer un plan, c'était sur un traceur, c'était une quête. Ça pouvait durer, ouais. Je raconte le vécu du truc. Avec les traceurs, les crayons, non? Alors oui, il y a eu ça, puis après il y a eu d'autres trucs, il y a eu les buses, machin. Et parce que ça pouvait durer une journée, une nuit, la journée d'après, etc. Avec une espèce d'inconnu comme ça, de non-communication entre la machine et l'homme. Il n'y avait pas de... Il y avait trop de filtres. Et du coup, un soir, on s'est posé comme ça, on se disait, mais... c'est le début de la 3D, mais en fait, ce qu'on modélisait en 3D, c'était nullissime. Hein. On faisait des volumes en ce qu'on appelle en surfacique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait que des surfaces, on n'avait pas vraiment de la matière virtuelle. C'est-à-dire qu'un mur, c'était un assemblage de surfaces, mais c'était pas la matière virtuelle dans laquelle on pouvait mettre des informations. Ce qui est le cas aujourd'hui du BIM, hein, qui est justement la maquette 3D. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, un des gamins qui est comme moi, qui a des cernes, qui est fatigué, qui est étudiant en architecture.
et qui a fait une école d'ingénieur avant et qui dit mais en fait ça serait quand même pas mal si on avait une... Et on était en 1996, 97 et il dit ce serait quand même pas mal qu'on puisse faire des maquettes entièrement en 3 dimensions d'un bâtiment avec tous les éléments à l'intérieur. Et en fait, on se regardait, mais j'ai dit, mais ce mec est fou. Je crois qu'on l'a balancé par la fenêtre ou qu'on lui a jeté un seau d'eau froide. En tout cas, si c'était pas ça, c'était à peu près l'équivalent en termes d'insultes. Et en fait, c'est vrai que ça nous paraissait complètement improbable et impossible. Dans l'état actuel de ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire entre l'odeur de l'ammoniac et les calques qui se déchirent. C'est la voiture qui volait, quoi. C'est la voiture qui volait. Et en fait, aujourd'hui, on y est. Ça fait déjà même plus de 10 ans que... En France, sur Lyon, ça s'est installé, effectivement, le BIM, etc. Et que le rêve qui avait été posé en 97 est aujourd'hui bien présent. Donc à la question, est-ce que l'intelligence artificielle prendra le pas, effectivement, sur un moment donné sur la pensée, ou est-ce qu'elle développera d'une manière exponentielle et qu'elle sera délirante? La réponse est oui. C'est-à-dire que ce que vous pouvez imaginer de l'intelligence artificielle, de plus fou, ça sera probablement possible, et en fait en très peu de temps. Deuxièmement, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de prendre le pouvoir en fait, du coup, sur le créateur? C'est ça en fait la deuxième problématique. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'application dans l'immobilier, et effectivement, bah, moi en tant que concepteur, à un moment donné, bah, est-ce que ce qui est produit en termes de data, etc., est-ce que ça va prendre le pas? Est-ce que finalement, je ne vais pas devenir l'agriculteur qui laisse le boulot à la machine, de réaliser effectivement quelque chose de logique, de concret, d'efficace. Et en fait, moi j'en rêve de ça. D'efficace et qui est capable de produire en fonction de toutes les données que je vais donner à l'intérieur, de fonctionner. Probablement, la réponse est probablement oui aussi, mais en fait ça sera peut-être beaucoup plus long parce que ça c'était déjà aussi un système que moi j'avais imaginé il y a 25 ans dans un cours de prospective. On avait imaginé, bah tiens, comment ça se fait que par exemple quand j'ai un problème avec l'eau dans la rue, en fait, il y a encore des trous tout le temps, en fait. Et pourquoi c'est pas coordonné sur effectivement la circulation, etc. Bah, effectivement, aujourd'hui, 25 ans après, on est toujours emmerdé par le trou qui est en face de chez nous. Parce qu'il y a toujours un bouchon, parce qu'il n'y a plus qu'une file, etc. Donc c'est vrai que il y a des choses qui vont très vite, et puis il y a des choses, effectivement, parce que ça nécessite une coordination, une réflexion systémique, et probablement une réflexion systémique de l'humain avec toutes les contraintes, ça va moins vite que ce qu'on imagine. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de dichotomie, cette contradiction entre des choses qui vont très vite et des choses qui vont très lentement. Et je terminerai par une petite phrase qui est que le progrès est inarrêtable. Effectivement, on ne peut pas contrôler le progrès. Donc effectivement, je valide le fait que ça ira très très vite sur les utilisations. Et notamment, aujourd'hui, je crois que pour les seniors, je termine avec ça parce que je suis un peu long, je termine avec ça, pour les seniors, il y a déjà une IA qui est en train de gérer justement pour les maladies Alzheimer, un certain nombre de rappels effectivement dans la journée et qui en fait prend en charge une espèce de carte d'identité numérique et émotionnelle et factuelle pour une personne âgée, pour lui rappeler effectivement les différentes tâches du quotidien. Donc effectivement, oui, c'est un vrai appui. Donc là, on est en fin de course par rapport à l'immobilier, on n'est plus sur l'usage, mais effectivement, ce sont des usages qui sont pertinents. Merci Pascal. Donc si on résume, est-ce que ça va aller très vite? Oui, mais en fait ça dépend. Merci pour cette nuance. Je dois être breton. Oui, je pourrais être breton, effectivement. Si on va un peu plus loin que tout ça, ou en tout cas de façon plus pratique, est-ce qu'on peut voir véritablement des opportunités aujourd'hui, avant de passer à demain, en tout cas aujourd'hui, même si ça avance très vite, est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être utile et quelles sont les opportunités qu'on peut saisir grâce à l'intelligence artificielle dans les secteurs de l'immobilier à votre avis? Assez concrètement. Je ne sais pas si tu veux répondre déjà ou... J'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Moi, c'est en conception aujourd'hui, je pense, mais là, Pascal pourra en parler mieux que nous, en assistance à la création, là, très clairement, on fait des trucs assez incroyables. Là, j'étais allé regarder un petit peu ce qui se fait actuellement. L'intelligence artificielle aujourd'hui propose, alors à voir après si c'est constructible, et ça pourrait être intéressant de le coupler ensuite, parce que tu as la conception, mais est-ce que la conception est constructible? Ça, c'est encore une autre question.
mais en termes de génération comment dire, d'intention artistique, là il y a des choses qui sont absolument fantastiques. Sur la partie ensuite beaucoup plus terre à terre, moi ce que je disais tout à l'heure, j'étais allé voir Togai AI, qui est une solution aujourd'hui de génération de quantitatif de matériaux. C'est absolument incroyable. Il y a Autodesk Takeoff qui fait à peu près la même chose. J'étais complètement bluffé. Donc là, très clairement, dans le domaine de la construction, de l'établissement, par contre, des devis, après, à voir, c'est toujours la question, c'est est-ce que c'est fiable ou pas. Mais si on part du postulat que c'est fiable, il y a un gain de temps absolument mais phénoménal. Est-ce que ça, c'est de l'intelligence artificielle? Parce que ça me fait penser également à des solutions qui sont développées notamment par ou avec l'appui du CEREMA, qui permettent de faire des projections architecturales partout dans une île à partir de l'analyse d'un PLU, par exemple. Exactement. Mais ça, est-ce que c'est... Alors là, je vais m'adresser aux deux spécialistes un peu plus techniques, mais est-ce que ça, c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on est encore dans l'algorithme et dans l'analyse d'un document et l'analyse de la data à partir de règles, à partir des fameuses dimensions que représente finalement un PLU? Ouais, moi c'est vrai que j'ai tendance à penser, mais alors je suis peut-être pas aussi pointu que toi sur cette partie-là, j'ai tendance à penser effectivement qu'on est encore dans l'algorithmie et pas encore dans l'intelligence artificielle. Par contre, ce que je crois important, et parce qu'il est important de répondre maintenant à cette question, c'est de savoir quelles sont les opportunités dans les matières d'immobilier qui vont naître de tout ça. Donc, on est vraiment dans ce processus de destruction créatif, Schumpeter, pour ceux qui connaissent. On est vraiment dans ce process-là, et oui, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Je pense que, tu parlais tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit sur le fait de dire que ça va aseptiser, grosso modo, les goûts. Et je pense qu'on est à peu près, on va comparer ce qui est devenu quand les gens disent je veux au restaurant. Maintenant, il y a même les pubs de McDo, on va au restaurant. Bon, j'ai jamais considéré que McDo est un restaurant. Je mets les fast-food à part. Mais ça n'a pas empêché d'avoir toujours ces grands chefs, d'avoir toujours des créateurs, des gens qui imaginent la cuisine de demain, qui la créent, etc. Et on a toute cette chose qui est aseptisée, qui va servir la grande majorité. Donc, je pense qu'il va y avoir, d'un côté, une dégradation très forte de ceux qui sont dans des couches moyennes, où on est dans de l'intellectuel. En première révolution industrielle, on a sorti les gens des champs, on leur a dit vous allez bosser dans les usines. Ensuite, on a sorti des usines, rassurez-vous, vous allez bosser dans les bureaux. Maintenant, vous êtes dans les bureaux, rassurez-vous, vous allez bouffer au McDo. Vous allez bosser au McDo. Donc, on est dans ça où, finalement, des gens qui, aujourd'hui, sont dans l'emploi tertiaire vont redescendre et aller sur le terrain, parce que l'intelligence n'est pas capable d'y aller. Donc, ceux qui ne seront pas dans ce processus de mise à niveau, de formation continue, je crois beaucoup à la formation continue, pour apprendre, comprendre, apprendre et analyser, eux, ça va être difficile, c'est sûr. Par contre, et je rebondis vraiment sur ce que tu as dit, qui pour moi montre à quel point il y a des vraies opportunités, tu as dit, il va concevoir un immeuble, une projection architecturale, esthétiquement, il y a vraiment des choses très intéressantes. Mais est-ce que c'est constructible ? Donc il y a un métier qui est né aujourd'hui, qui s'appelle prompteur. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ils sont payés 300 000 € par an, les gens. Prompteurs. C'est quoi prompteur ? Ce sont des gens qui se mettent derrière les IA et qui savent comment les interroger pour ressortir la bonne information, les nuances. Donc je pense que dans l'immobilier, on va avoir l'équivalent, c'est-à-dire des gens qui vont être capables d'aller interroger cette masse d'informations, cette masse de production pour générer des choses. Et ensuite, excuse-moi juste, je termine 2 secondes, parce que je termine de rebondir sur ton propos. Ensuite, il va y avoir des métiers d'analystes qui vont être capables de dire « Ok, ça c'est ce qui a été produit, maintenant comment je le mets en musique ?» Parce que moi j'ai la culture, moi j'ai l'expérience, j'ai l'expertise, j'ai l'œil et j'ai ce supplément d'âme que n'a forcément pas l'IA. Et ces métiers, justement, de mise en musique de ce qu'aura produit l'IA, qui est d'un niveau encore supérieur, là aussi ça correspond à des opportunités. Donc, voilà. C'était ma... finalement, c'est un peu le scribe de l'intelligence. C'est celui qui sait parler à l'IA. Ouais, c'est ça. On se poser la question si c'est une bonne situation ou pas, prompteur. 300 000 € par an, oui, je pense. Je pense que c'est une bonne... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il est pas malheureux. Non, mais... Assis dans son fauteuil, à converser avec une IA, quoi. Non, mais c'est une galéjade. Juste avant de laisser réagir également Frédéric, est-ce que, si j'ai bien compris ton propos et l'allusion au fast-food versus les grands chefs,
Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers une société et un monde gouverné, entre guillemets, par l'intelligence artificielle, où la sensibilité humaine, ou le sensible, serait finalement réduit ou garanti uniquement pour une élite? Bah, moi, je pense qu'il n'y aura pas de place pour l'à peu près ou le moyen. Voilà. C'est malheureux. Ou pour le médiocre. Alors le médiocre, n'en parlons pas, mais je pense qu'il n'y aura pas la place pour... Et ça, c'est très malheureux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, un peu comme les gens qui travaillaient avant dans les champs, qui n'ont pas trouvé leur place dans la société quand on est passé à l'industrie, et puis dans l'industrie qui n'ont pas trouvé leur place dans le bureau. Des gens sur le bord du trottoir, il va y en avoir beaucoup, c'est vrai. Alors on peut dire, malheureusement c'est comme ça, et je pense que la réorganisation du travail, le partage du temps de travail, mais ça c'est d'autres sujets, font partie des débats de demain, et bien au-delà de ce qu'est la retraite, hein, voilà. Mais donc du coup ça c'est une vraie réflexion. Et dans l'immobilier, pour moi il n'y aura pas la place pour l'à peu près, parce que l'à peu près, la machine le fera vraiment mieux que tout le monde. C'est ça, voilà, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on parlait déjà de Google juste avant. Il est frappant de voir, quand on cherche quelque chose, il y a aussi la qualité de la composition de la recherche. Ça, c'est une première chose. Et c'est encore plus vrai dans l'intelligence artificielle. Et c'est effectivement, tout à l'heure, je disais que quelque part, c'est un moyen, c'est pas une fin, mais c'est un moyen qui est quand même assez complexe à maîtriser pour en sortir la quintessence. Et c'est là où je suis entièrement d'accord. Il y a deux choses. Il va falloir avoir les bons collaborateurs pour s'en servir. Et ça va se payer cher. Première chose. Et la deuxième chose, je pense que l'intelligence artificielle va être quelque chose de très aidant pour tout le monde à partir du moment où effectivement on a déjà un bagage. Et il va falloir se former tout au long de sa vie. C'est un super outil, et quand je dis super outil, c'est dans les deux dimensions. Un outil formidable d'une part, mais également un outil extrêmement complexe à utiliser. Il va falloir apprendre à l'utiliser. Et c'est là où je pense que quelque part, c'est plus une transformation profonde de nos professions, plutôt qu'un vrai remplacement. Mais pour la transformation profonde, c'est comme quand on était passé à l'époque, tu parlais de la machine à écrire et puis de Windows 95, c'est pareil, il y a ceux qui vont pouvoir faire la bascule. Ça va se faire peut-être plus facilement pour certains, plus difficilement pour d'autres, mais bon, en travaillant, ça va se faire. Et il y a ceux qui n'y arriveront pas. Et là, effectivement, il y a une vraie question quand même derrière. Donc on se dirige quand même, à votre avis, quand même vers un bouleversement des métiers de l'immobilier, un changement de pratique, et ce qui renforce encore plus le fait de se former et d'intégrer. Exactement. Et la formation continue. Un exemple vraiment un peu trivial, mais très représentatif. Demain, tu prends de l'intelligence artificielle et une représentation hologramme de Frédéric, par exemple. Frédéric, il fait quoi? Il tient la boutique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aussi bien que Frédéric, quelque part. Peut-être même mieux. Peut-être même mieux. Je n'allais pas le dire. Peut-être même mieux. Donc ça, effectivement, c'est une vraie question. Et si tu le transposes finalement à la mise... comment dire? Moi, je dis tout le temps que les outils sont là pour que les professionnels puissent se concentrer sur la relation avec le client. Moi, je ne pense pas que les outils puissent remplacer ça, mais ça te permet d'avoir plus de temps à consacrer sur les tâches à vraie plus-value, donc s'occuper de son client ou de ses clients. Et je pense que très clairement, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra mettre l'intelligence artificielle sur des choses vraiment... On parlait tout à l'heure, par exemple, de réglementation, tu parlais de droit de l'urbanisme et autres. Moi, très clairement... Je me rappelle dans mes études, si tu dois ingurgiter la jurisprudence, le code, plus la nouvelle loi qui arrive, là, très clairement, si tu sais justement demander à l'intelligence artificielle, voilà, je voudrais la nouvelle loi, est-ce que tu pourrais déjà m'en faire une synthèse? Ensuite, une fois que tu as la synthèse, c'est très bien dit. Une fois que tu as la synthèse, tiens, il y a tel sujet, est-ce que tu peux approfondir et pourquoi? Donc, il va falloir apprendre à faire travailler l'outil à ta place. Première chose, mais je pense qu'à terme,
l'outil ne pourra pas prendre le pas sur, quelque part, la relation humaine et ensuite ce que j'en fais. La compréhension de certains mécanismes qui sont profondément humains, dont le droit. Je ne vais pas monopoliser la parole là-dessus, parce qu'on pourra en discuter, je sais qu'il y a d'autres juristes dans la salle, mais par exemple, sur ChatGPT, et ce qui me fait une transition vers la volonté de Pascal de montrer ce qu'il peut faire avec ChatGPT, ChatGPT, on lui a proposé de nous faire des synthèses justement sur la réglementation applicable. Eh bien, demandez-lui par exemple si le Conseil constitutionnel dans la semaine prochaine va trancher dans un sens ou dans un autre, finalement il va répondre complètement à côté de la question, parce que justement la subtilité notamment du droit, l'intelligence artificielle, aujourd'hui en tout cas, ne veut pas la connaître. Ça c'est mon point de vue très tranché sur la question. Pascal, montre-nous ce que... Oui, alors... Explique-nous ce que tu as affiché. Alors, j'ai sélectionné quelques images, mais je vais surtout vous parler d'une autre IA qui s'appelle Midjourney, qui est plus une IA basée sur l'image. Avant de parler de ça, en fait, je voulais faire une petite synthèse de ma pensée tout de suite immédiate. C'est que finalement, dans les œuvres d'anticipation, dans les films de science-fiction qu'on voit aujourd'hui, quand il y a un rapport à la machine, c'est toujours un rapport en fait qui est conflictuel. Il n'y a que finalement Isaac Asimov qui a dans sa série des robots, et même si le film d'ailleurs iRobot, tout est mélangé, etc. J'ai un peu du mal à m'y retrouver. Donc dans la grande saga de Asimov sur les robots, en fait, il édicte des règles qui font qu'à un moment donné, le robot, voilà, les fameuses 3 règles, qui fait que justement le robot, c'est un accompagnant et un aidant. Et du coup, je pense que c'est aussi une question philosophique qu'il faut se poser, voire même presque spirituelle. Voilà, d'où peut-être le moratoire, qui est de dire en fait qu'est-ce qu'on attend en fait de cette IA. Est-ce que donc on veut pas du conflit avec? Parce que ça, on l'a vu dans les romans du passé, dans les romans d'anticipation, dans les films qu'on voit actuellement. On n'a pas envie d'un conflit avec, justement, alors c'était quoi? C'était Skynet et Terminator, la Matrice, qui en fait devient tellement intelligente et se rend compte qu'en fait l'ennemi de la planète, c'est l'humanité. Donc du coup, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut effectivement que ça soit un conflit? Non. Est-ce qu'on veut que ça soit aidant? Oui. Et on veut que ça soit accompagnant. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas? Que ce soit justement un phénomène de substitution systématique d'une tâche humaine, si justement elle nécessite quelque chose d'humain. Et du coup, comment en fait, par l'accompagnement aussi et la formation continue, on va pouvoir aider les gens qui en fait vont être progressivement substitués justement par l'IA. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu de Midjourney. Midjourney, c'est une IA en fait qui utilise l'image et qui permet de faire de créer en fait des images nouvelles, faire de la conception totalement, ou bien de demander en fait, par exemple, de faire une œuvre d'art. Alors moi, j'avais demandé, alors je l'ai pas malheureusement là, j'ai demandé en fait, je voudrais une aquarelle avec un monochrome bleu de New York. Il m'a sorti un truc. Franchement, j'étais bluffé parce qu'en fait, je me suis dit mais c'est mieux que ce que moi je pourrais faire en tant qu'artiste. Et en même temps, en fait, qu'est-ce qui manque dans cette œuvre d'art en fait? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que moi je sais faire, et en fait qu'est-ce que ne sait pas faire cette IA par rapport à ça. Bon après, comme aujourd'hui je vois des gens qui dessinent sur des baskets sur la presqu'île et qui disent que c'est de l'art, je me dis que bon finalement entre l'IA là. Bon, du coup ce débat il s'est mis de côté, et puis après je me suis dit bon alors qu'est-ce que Midjourney peut amener? Midjourney c'est quoi? C'est une banque d'images quasiment à l'infini. Et en fonction des thématiques que je vais donner, ça peut être un mot. Donc là, le premier mot, c'est chaise, qui va être donné, en fait, qui était donné, en fait, chaise sur Midjourney. Et en fait, il va aller chercher des centaines et des milliers d'images, et puis il va les associer, en fait, en fonction du mot que j'ai donné. Donc pour Midjourney, une chaise, c'est ça, en fait. Donc là, il y a 4 exemples. À chaque fois, il produit 4 modèles, en fait, d'une chaise. Après, en fait... Là, c'est sur une autre IA qui s'appelle DALL-E. On lui demande le mot chaise aussi, et puis on obtient en fait ça en fait comme image. Mais il a extrait des images d'une bande de données,
d'une banque de données, pardon, ou alors il les a créées. Donc là c'est de la création. C'est qu'en fait, c'est la création qui est assez dinguissime, puisqu'en fait, il va créer par des systèmes de filtres. En fait, il va créer en fait quelque chose à partir de milliers d'images. Il va créer en fait ce que lui il imagine de la chaise. Après, on peut lui donner des références. Par exemple, on peut lui dire, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, c'est sur Stable Diffusion, c'est toujours le même mot chaise. On est assez bluffé quand même par les textures. Je ne sais pas si vous êtes sensible aux textures, la qualité de l'image. Mais bon, un dessin animé il y a 25-30 ans, c'était dégueulasse, c'était des gros pixels comme ça. On n'a qu'à penser au jeu Tomb Raider. Aujourd'hui, on a quand même des images qui sont juste dinguissimes. Là, c'est par exemple le fauteuil Louis XVI, relooké, velours et fourrure. Bon, je vais aller chercher cette image-là, effectivement. On voit qu'il va aller chercher. Il va avoir du coup des éléments d'interprétation. Là, ça va être fauteuil Louis XIV en feu. Donc, alors là, du coup, ça devient totalement graphique. Et c'est pareil, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher l'élément feu, etc. Il va aller chercher tous les éléments feu. Il va pouvoir proposer tous les éléments feu. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je savais qu'il allait dire ça, que c'était comme ça que ça se passe. Il va définir des vecteurs d'information en disant le feu, ça se caractérise comment. On va retrouver du jaune, du rouge, et puis on a des choses assez arrondies avec des nuances, etc. Ensuite, un fauteuil, c'est quoi? Et puis ensuite, il essaie de le restituer pour que, en se disant, parce qu'il faut bien voir que les IA analysent les autres IA, il va fabriquer des images qui lui semblent être le fauteuil, il va les proposer à une autre IA qui, elle, est habituée à reconnaître ce que l'œil considère comme normal et ce qui n'est pas normal. Et si l'IA qui est en face lui dit oui, ça ressemble vraiment à un fauteuil en feu, et bien à ce moment-là, il te la propose. Donc, c'est pas il crée à partir des images, il regarde quelles sont les dimensions qu'il y a à l'intérieur, qui caractérisent le fait que c'est une image. Une chaise, c'est quoi? C'est un objet avec 4 pieds. Voilà. Et de là, il en fait quelque chose. Alors, je continue du coup, mais merci pour la précision. J'avais un peu simplifié, désolé. Après, quand on lui donne des références, Cartel, donc, qui est un distributeur effectivement de mobilier principalement en plastique, et puis des chaises connues effectivement de Stark, en fait, il va pouvoir faire une mise en situation aussi d'un élément dans un contexte. Pareil, toujours avec le même principe. Et oui, c'est... Surtout la qualité du rendu, comme tu le disais. La qualité du rendu, c'est bluffant. Là, c'est pareil, pardon, vas-y. Je reviens sur l'image précédente. Ouais. Et même celle d'avant, finalement, on en vient ici à proposer une image extrêmement graphique, comme tu disais tout à l'heure, mais finalement, ça change la réalité, puisque un fauteuil en feu, si on voit une chaise en feu en vrai, ça ressemble pas tout à fait à ça, quoi. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle, je suis vraiment l'avocat du diable aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle n'est telle qu'elle est présentée ici comme évidemment quelque chose d'assez révolutionnaire? Est-ce que ça ne tend pas à carrément changer la réalité, ou en tout cas et surtout la perception qu'on a de la réalité? Moi, je suis 100% d'accord avec ça, donc je la critiquerai même pas. Je termine ma démonstration. En fait, du coup, là, l'idée, c'est de dire, j'ai un outil, je l'expérimente, je lui donne des mots-clés et qu'est-ce que ça peut donner. Après, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? On peut tirer quelques conclusions, mais on ne peut pas tirer toutes les conclusions de ce travail-là. Puis pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est un travail évolutif. Ah oui, c'est un travail évolutif et c'est pareil, ça fait itératif, quelques mois effectivement que je suis dessus. C'est vraiment intéressant. Donc sur le contexte, on a vu. Puis après, c'est aussi la création de pages web. En fait, on lui demande de créer une page web pour du design de meubles. Alors ça, c'est effectivement, on dit c'est bluffant, mais en fait, si vous montrez ça à un graphiste, effectivement, il va avoir la tête qui tourne parce qu'effectivement, il va manquer pas mal de codes, etc. Enfin, en gros, les codes du web design, les codes du design, les codes de lecture, en fait, ils sont pas clairs. Mais en même temps, je reviens à la phrase que j'ai dit tout à l'heure qui a beaucoup plu à Gaëtan, c'est est-ce que ça va aller très vite? La réponse est oui. C'est-à-dire que là, on est à ce balbutiement, effectivement, de ça. Après, effectivement, c'est pareil, on veut lui dire, je veux un design d'intérieur chalet peint jaune et bleu. C'est vrai que c'est complètement bluffant. Vous allez chercher un étudiant en début de première année en architecture d'intérieur. Vous lui demandez de dessiner ça. Il lui faut les outils informatiques pour le faire et après les outils conceptuels. Là, on a les deux, en fait. Et ce qui est bluffant, c'est que l'image, il va la sortir en quelques minutes, en fait. Alors qu'en fait, il y a 5 ans, une image comme ça sortait en 1 heure minimum, voire la nuit, suivant la puissance de l'ordinateur. Donc là, ce qui est dingue, c'est en quelques minutes, j'ai 4 exemples, effectivement. Donc ça veut dire aussi que dans la conception, là je reviens sur le concepteur que je suis, qui s'est posé la question
depuis 25 ans, qu'est-ce que c'est qu'une idée, qu'est-ce que c'est que la conception, qu'est-ce que c'est que la créativité. Et en même temps, c'est tellement bluffant qu'on se dit, ok, alors du coup, ça donne aussi des potentiels de créativité et des potentiels de réflexion que personnellement, moi, j'aurais pas forcément eu à cet instant-là, dans cet instant-là et dans l'instantanéité totale, effectivement, de quelques minutes. Et ça n'enlève pas effectivement la patte du créateur, puisqu'en fait, là où je veux en venir, c'est qu'est-ce que le créateur gardera, en fait, le créatif, qu'est-ce qu'il gardera? Mais il gardera l'expertise, en fait. Il y a quand même un point essentiel, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu quand même, malgré tout, en tout cas pour ma part, moi l'immobilier c'est quand même de créer des lieux de vie. Donc on crée des habitations, ce sont des lieux de vie. Donc en soi, malgré tout, même si c'est l'outil, parce que moi je considère l'intelligence artificielle comme un outil, on va pouvoir commander, on pourra le dire parce que son image elle est très belle, néanmoins, si on n'a pas envie d'avoir le cadre à cet endroit-là, qu'on puisse lui commander en fait facilement ce qu'on veut aussi qu'elle fasse, elle n'aura pas la notion d'espace de vie, d'usage, de réglementation, de comment marche une concours, etc., etc. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, même si les images sont très belles, et j'en reviens à ce que je mes souvenirs par rapport à la réalité, dissociation avec la réalité, il s'avère que malgré tout, en tout cas nos métiers, que ce soit architecte, promoteur ou autre, on est destiné à créer des lieux de vie. Et ça, je pense que il n'y a pas beaucoup de machines qui sauront remplacer. Enfin, je pense pas. C'est ce que je veux te dire, c'est la notion d'expertise, et la notion d'expertise, elle est toujours systémique, elle est toujours variée, et que en fait, là, ça prend le problème par le petit bout de la lorgnette, qui est simplement une image, en fait, une représentation d'un espace, mais qui reste une image avec la forme, mais pas forcément avec le fond. Alors après, ce qui est intéressant, c'est la dernière. Alors après, l'idée, c'est aussi de vous faire réagir aussi, et puis d'amener un peu du débat, du débat, de la réflexion, etc. Dernier exemple, la mise en situation. J'ai un bien effectivement, lambda, qui est vide, et je voudrais le rendre sympathique et habité. Effectivement, avant, j'appelais soit un perspectiviste, donc il allait prendre le dessin, redessiner à la main, etc. Bon, ce temps-là est quasiment révolu. Comment ? Voilà, les homestagers, donc ils vont prendre des logiciels, SketchUp, etc. Et puis ils vont commencer à dessiner. Sauf que là, en fait, en quelques minutes, j'obtiens déjà un aménagement. En fait, donc c'est-à-dire que c'est la même image et qui est aménagée. Donc évidemment, on va se dire, mais ok, il n'y a aucune expertise. Je veux pas forcément l'étagère au fond, je veux pas forcément le canapé là. Mais en fait, l'idée, c'est que là, le site Déco IA, c'est en fait en quelques minutes la création en fait, et c'est là-dessus que je veux revenir. Et c'est là que c'est étourdissant. C'est en quelques minutes la création effectivement d'un avant-après qui avant aurait pris une journée effectivement d'un homestager à je sais pas combien le tarif horaire de l'heure, etc. Comment ? Voilà, c'est cher. Donc, alors là, on est aujourd'hui à un tenté de cet exemple-là. On ne sait pas où on sera dans 5 ans, on ne sait pas où on sera dans 10 ans. Mais et du coup, c'est pour montrer que parce qu'il y a cette facilité-là, la facilité aussi à se dire, en fait, si c'est aussi facile et aussi rapide, finalement, je peux me passer d'une personne. En fait, c'est pas si simple que ça, effectivement, pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Parce qu'effectivement, il manque l'expertise, il manque et puis il manque le sensible, le fait de rendre quelque chose unique, etc. Parce qu'en fait, on a des besoins uniques, etc. Là, c'est un peu généraliste. Mais en même temps, à la question tout à l'heure que j'ai posée, est-ce que ça va aller très vite ? La réponse est oui. Et du coup, on sait que probablement, dans 4-5 ans, toutes les questions qu'on est en train de... C'est un peu comme le BIM il y a 25 ans, où on disait c'est pas possible de faire une maquette numérique 3D d'un bâtiment parce qu'en fait, on n'a pas les outils, on n'a pas l'ordinateur, etc. Probablement, en fait, tout ce qu'on vient de critiquer, etc., et tout ce qu'on est en train de dire qui ne fonctionne pas, ça pourrait fonctionner effectivement dans 4-5 ans. Merci Pascal pour cette belle démonstration de ce qui est possible aujourd'hui de faire, et ça répond à la question tout à l'heure qu'on posait tout à l'heure, qu'est-ce qui est aujourd'hui possible de produire dans les secteurs de l'immobilier grâce à l'intelligence artificielle? Déjà pas mal de choses. Effectivement, on peut le critiquer, on peut se dire qu'il manque finalement de la vie, et par définition, est-ce que c'est si étonnant que ça
dans la mesure où, par définition, l'intelligence artificielle n'est pas vivante, n'a pas d'expérience du vivant, n'a pas d'expérience du sensible. Est-ce que, tu l'as un petit peu dessiné Pascal, mais est-ce qu'on peut voir d'autres perspectives? Et je pense qu'on pourra conclure avant, ces échanges avant des échanges avec la salle là-dessus. Est-ce qu'on peut envisager dans le futur des applications assez précises pour les secteurs de l'immobilier grâce à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on y voit des opportunités vraiment très, très précises, comme vient de le montrer Il y a juste une chose, je ne suis peut-être pas le meilleur placé pour en parler, mais ça m'avait frappé, je l'avais mis dans le cours d'ailleurs. Il y a un ingénieur chez Google l'été dernier qui avait dit, bon bah tiens, on en a une justement d'intelligence artificielle qui commence à prendre conscience d'elle-même. Et il s'est fait licencier quelques jours plus tard. Test de Turing. Ouais, on en parlait tout à l'heure du test de Turing. Et c'est là où tu vois, je ne suis pas technique, je ne suis pas programmateur ou autre, mais quand tu dis, pour l'instant, actuellement, elle n'en a pas, l'intelligence artificielle n'a pas conscience d'elle-même, je suis d'accord avec Pascal, je pense que les choses vont aller très 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 vite et que si on se revoit, peut-être pas dans 6 mois, mais dans 1 an ou dans 2 ans, on commencera peut-être à avoir vraiment quelque chose qui pensera comme un être humain. On n'y est pas encore. C'est pareil, c'est presque une dimension philosophique et éthique à notre discussion. Mais est-ce que penser comme un être humain par l'apprentissage et la formation continue, c'est sentir comme un être humain? Sentir un espace de vie, comme vous le souligniez tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui va être de l'ordre du possible pour l'intelligence artificielle? Et c'est pas différent de penser comme un être humain et de sentir comme un être humain, non? Moi, ce que je crois, c'est que, notamment sur l'évolution de ces métiers, aujourd'hui, on demande à l'intelligence artificielle, et c'était peut-être d'ailleurs la bonne partie de votre définition initiale, de faire comme l'être humain. Et la vraie réponse, je pense, en tout cas ma réponse, c'est certainement pas la réponse générale, mais c'est là où je pense qu'il y aura des nouveaux usages, c'est quand on arrêtera d'essayer de faire en sorte que l'intelligence artificielle fasse comme l'être humain. C'est-à-dire, tant qu'on essaie de faire reproduire à l'être humain à quelqu'un, c'est comme, je prends en Chine, je vous demande de fabriquer une Rolex, ils vont faire un truc qui ressemble à une Rolex, mais ce ne sera pas une Rolex. Et pour plein de bonnes raisons. Ce que tu nous as montré, pour moi, c'est exactement ça. Je la regarde de loin, les premiers éléments que je perçois me font dire c'est un beau upstaging, j'aimerais y être, etc. Puis je gratte un peu comme sur la photo d'Emmanuel Macron, qui est entre deux CRS où il a 6 doigts. Bon, il y a un truc qui cloche. Et je m'y sentirais pas bien, parce que là, je suis en train de regarder, etc. Donc pour moi, les métiers de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il n'y a que 30% des métiers d'aujourd'hui qui existeront encore dans 20 ans. Et je pense que l'intelligence artificielle et les métiers, et donc l'apport, on ne le connaît pas parce qu'il faudra qu'on change de paradigme, et peut-être à l'issue de ce moratoire, en disant arrêtons d'essayer de créer une intelligence artificielle comme un être humain, parce qu'il y a ce risque-là que finalement elle prenne le dessus sur l'être humain. Développons plutôt l'intelligence artificielle comme étant capable de faire autre chose différemment, et peut-être qu'on n'y verra plus de menace, mais plutôt effectivement une bonne béquille, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Un élément à ajouter par rapport à ces réflexions avant de laisser la parole à la salle? Je sais pas, parce que moi je suis vraiment un grand fan de SF, de fantastique, etc. Oui. C'est très bien. Et en fait, à un moment donné, je me suis penché un peu sur l'œuvre de Philip K. Dick, qui était un grand fou et un paranoïaque, qui a écrit énormément d'œuvres qui servent aujourd'hui d'ailleurs de scénario pour quasiment tous les films de science-fiction qui sortent depuis une vingtaine d'années, dont un des premiers était Blade Runner. Et d'ailleurs, il est décédé, je crois, 1 an avant la sortie de ce film. Et en fait, il avait imaginé dans une nouvelle, parce qu'il a écrit beaucoup de nouvelles, je crois qu'à un moment donné, il vivait que de ça, en fait, parce qu'il était complètement fauché, donc les nouvelles, ça s'écrivait rapidement. Et voilà. Il a écrit une nouvelle où, en fait, il y a une société, dans une société en fait, dystopique. Bon, avec Philip K. Dick, ça se finit toujours de manière humoristique ou mal, donc, ou les deux en même temps, en fait. Beaucoup d'humour noir. Et dans une société dystopique, en fait, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de parents en tant que tels, c'est-à-dire que les parents étaient juste les géniteurs en fait, de leurs enfants, et ensuite ils étaient attribués en fait, à une école de robots.
Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, la maman et le papa, en fait, ils transfèrent en fait, malheureusement, en fait, toutes leurs craintes et leurs névroses, effectivement, aux enfants. Et du coup, pour éviter effectivement de faire souffrir les enfants, on les fait élever par des robots qui n'ont eux aucun sentiment. Et donc du coup, la scène, donc la nouvelle démarre avec ce papa qui vient chercher, parce que je crois à la 18e année donc, de l'enfant, en fait, il peut venir chercher l'enfant qui a été éduqué par des robots. Et en fait, ils passent un petit temps, en fait, ils ne se connaissent pas. Et en fait, l'enfant trouve son père totalement inapte à la vie, parce que trop sensible. Et en fait, le père trouve son enfant totalement froid, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune émotion, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de spiritualité. La spiritualité, effectivement, étant ce qui nous fait homme, quoi, humain. Et à un moment donné, donc, il signe des papiers, il s'en va, et puis en fait, il attend que son fils, enfin, il attend dans la cour que son fils arrive, et il reste. Donc, l'enfant reste avec le robot, qui est simplement une espèce de dépositaire, comme ça, de fonctionnaire, et ils se regardent tous les deux, avec un regard complice. Et en fait, l'enfant est devenu totalement, en fait, un névropathe. D'accord. Et la nouvelle s'arrête comme ça. Donc, c'est vrai que, du coup, c'est ça. Bah, oui, je suis conclure là-dessus. Je vais conclure là-dessus. Qui est à la fois qui est humoristique, parce qu'effectivement c'est-à-dire qu'effectivement la dystopie est là pour nous montrer justement par l'inverse justement qu'est-ce qu'on voudrait. Et justement je reviens justement un petit peu sur ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que l'IA devienne humaine? Est-ce qu'on veut qu'elle soit autre chose? Est-ce qu'on veut que ça soit aidant? Comment est-ce elle peut nous accompagner? Comment est-ce nous on peut l'accompagner, etc. À travers effectivement la notion de moratoire et de réflexion philosophique sur l'IA. Merci Pascal, merci pour vos partages de visions sur l'intelligence artificielle en général et plus particulièrement l'intelligence artificielle en lien avec l'immobilier. Peut-être que dans l'assistance, vous avez aussi des éléments de réflexion ou de réaction par rapport à ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez une vision aussi dystopique de l'intelligence artificielle dans l'immobilier? Ou alors, est-ce que vous y voyez vous-même des applications ou en tout cas des opportunités peut-être de votre côté dans vos métiers? J'aimerais faire une petite intervention, on va revenir peut-être sur quelques points qui ont été développés. Pour l'enregistrement. La première chose, c'est en termes d'émotion, tout à l'heure, voilà, tu as parlé de l'insensibilité de la machine, mais vous avez aussi dit tout à l'heure qu'il y a de nouveaux métiers qui sont des métiers de compteurs. Mais j'ai envie de dire, une image comme là, par exemple, j'ai demandé à un député de la faire minimaliste, de la mettre avec une ambiance d'enfant, de faire une famille joyeuse qui vient à l'intérieur, pour vous la sortir exactement pareil. Parce qu'effectivement, elle va aller chercher toute cette fameuse dimension pour la ressortir. Sachant aussi, vous avez parlé de l'actualité au niveau du mois. ChatGPT 3, il collecte des informations que jusqu'en 2021. Donc, demander des informations actuelles et ça va répondre aussi, ça va coller à vos interventions de tout à l'heure, où ça ne peut pas forcément donner des choses qui soient vraies. Et le fait de se dire qu'il faut avoir la culture pour comprendre, ça va être important. Mais bon, pour revenir à un aspect beaucoup plus général, l'intelligence artificielle est d'un bon côté, comme elle est d'un mauvais côté. On parlait tout à l'heure avec le responsable de lequel je demandais. Pour les générations aujourd'hui, les nouvelles, je pense que ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce qu'elles se rendent compte dans cette nouvelle-là, le venir de dire, il n'y aura plus de sensibilité. Les neurones ne vont plus forcément se connecter parce que la machine va prendre un peu le relais là-bas. Bon, ça c'était mes pensées que je discute à tout le monde. Mais pour revenir à l'aspect IMO, je pense que ce qui m'a manqué moi dans tout le débat, c'est l'aspect purement pratique de l'intelligence artificielle intégrée vraiment au métier qu'on peut avoir au quotidien. Il y a eu beaucoup d'aspects de données très techniques, mais moi, dans l'utilisation aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est ce qui m'a vraiment manqué, parce que je pense qu'en termes d'immobilier aujourd'hui, on a
les métiers d'architecture, la promotion de la transaction, où je ne vois pas forcément comment l'IA peut aujourd'hui soit accompagner, soit prendre le pas sur un métier qui est résolument tourné vers l'humain. Si je sors la partie d'une rédaction d'annonce, où je veux dire, j'ai vraiment une annonce pour un appartement à une emploi, et bien là, il faudra repasser lire dessus, mais moi, concrètement dans l'application, moi j'aimerais vraiment que vous puissiez donner quel serait aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers, mais de la façon concrète. Parce qu'aujourd'hui, dans les agences immobilières, oui, hein, je ne vois pas comment est-ce qu'elle va impacter vraiment la... Pour répondre à votre question très précisément. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est l'IA, les clés de chez moi. C'est-à-dire, c'est un chasseur d'appartements virtuels. Donc, je vais le paramétrer, je vais lui dire, je recherche n'importe quoi, un type 3 qui fait 70 mètres carrés avec une terrasse de X mètres carrés dans tel endroit, etc., etc., etc. Et lui, il va aller consulter, justement, on en revient à cette notion de données, de base de données, il va aller consulter déjà tous les réseaux partenaires, plus tout ce qui va être sur le Bon Coin et autres, et il va à chaque fois générer une alerte, ah bah tiens, j'ai celui-là, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Alors, à contrario, ça pose la question de si la machine, finalement, commence à le faire mieux que mon agent immobilier du coin de la rue, quelle est la réponse ou quelle est la plus-value de l'agent immobilier classique? Et c'est là où on en revient à un petit peu mon introduction, qui était de dire, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg de la transformation numérique. C'est, moi j'y crois fondamentalement, pouvoir investir sur de l'outil pour privilégier l'humain. Voilà, ça c'est ma vision de la chose. Et honnêtement, je pense que c'est peut-être un super moteur de recherche, encore une fois, mais derrière, moi je me rappelle très bien d'une expérience que j'ai eue sur de la vente immobilière. J'ai choisi la personne qui allait vendre parce qu'elle m'a dit « Pourquoi est-ce que vous voulez le vendre? Dans quel contexte? Dans quel cadre? Et pourquoi ?» Et en fait, au fur et à mesure où elle a creusé, elle a dit « Alors attendez, on va s'arrêter. On se revoit dans 3 mois pour telle raison. Je vous le mets en vente à tel prix, etc. » J'ai signé tout de suite. Et là, demain, mon intelligence artificielle, je ne la vois pas me demander « Tiens, Frédéric, pourquoi? Comment? » Elle va dire « Oui, vous recherchez quoi? Un T3? Ok, je vous donne une T3. » Comme sur ce projet, par exemple, je pense que les algorithmes font un peu bien ce travail. Et donc, si je comprends bien votre réponse, sans doute, il n'y aura pas forcément un impact voilà, dans ça va aider. Moi, je dirais que c'est parce que c'est un peu comme le prompteur, je pense qu'on ne vous posez pas le problème dans le bon sens. Pour moi, quand vous dites à quoi ça va m'aider, c'est sûr, vous pourriez vous poser la question, est-ce que ça va faire finalement mieux que ce que je fais, ou est-ce que ça va faire le travail à ma place? Et moi, j'anime des webinaires tous les jeudis matin, digital, et notamment dans l'immobilier, et je les anime différemment. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir comme vous, disent voilà, moi je suis votre métier au quotidien, enregistré en route, c'est surtout d'avoir un super assistant. Et donc, dans l'atelier de la semaine dernière, je leur disais, bon voilà, vous vendez de l'immobilier, vous avez une base de leads, une base de clients, etc. Mais vous, votre métier, c'est de la vente d'immobilier. Si vous voulez faire un emailing, vous allez prendre une boîte qui fait de l'emailing. Si vous voulez faire une créa graphique, vous allez prendre quelqu'un qui fait de la créa graphique. Si vous voulez rédiger une annonce, vous allez passer 1 heure, voilà, les critères, les machins. Bon, vous avez ChatGPT ou autre, hein, vous dites que c'est déconnecté depuis 2021, l'intelligence de Bing, elle est connectée maintenant. Donc, on peut interroger maintenant en direct de la data. C'était vrai pour GPT 3.5, mais aujourd'hui, d'autres intelligences sont connectées à ça. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça. Au quotidien, quoi ça va m'aider? Il y a des choses que je ne sais pas faire. Je suis obligé d'attendre que machin il soit dispo parce qu'il est sur une autre créa. J'interroge ChatGPT, il va me donner une réponse. Moi qui ai l'œil de l'expert, je vais dire oui, cette photo d'illustration, elle me va. Je le fais. Non, à la retouche près, je vais le faire. C'est là où je vais gagner du temps. Vous voyez, donc, si vous voulez, en quoi ça va m'aider? Peut-être à faire ce qui est connexe à mon activité, juste au bord, mais que je ne peux pas faire, soit par faute de temps, par faute de compétences, que je n'ai pas encore acquises, et du coup, ça va enrichir mon travail, me décharger de certaines activités,
pour lui donner encore plus de valeur, parce qu'un patrimoine, je sais beaucoup des gestionnaires de patrimoine, quand il a une base de milliers et qu'on lui demande de faire un emailing, mais c'est pas quoi faire. C'est quoi le sujet? Hop, l'objet, voilà, je vais lancer ma base de données. C'est des gens qui veulent investir en immobilier. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Hop, il me sort l'objet. Est-ce que tu veux me rédiger le texte? Oui. Ok, me rédiger le texte. Je le mets dans un outil d'emailing, ça part. Tout seul, il n'avait pas l'idée. Il ne savait pas sur quoi relancer. Il ne sait pas techniquement comment ça fonctionne. Il pose la question. Dernier point, et peut-être pour rebondir vraiment, c'est par là que vous avez commencé, sur le fait que la dystopie, où on allait avoir des enfants qui allaient devenir à 18 ans des névrosés. Enfin, moi, je suis désolé, on est déjà dedans. Hein. TikTok, vous savez c'est quoi? C'est des jeunes qui sont éduqués par l'intelligence artificielle, les algorithmes. On leur explique ce qui est bien et on leur fait digérer. On est déjà dedans. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes. Et ça, là, pour le coup, je vous laisse regarder un petit peu autour de vous comment ça fonctionne. Ils mangent ce qu'on leur donne à manger. Et ce qu'on leur donne à manger, c'est l'IA qui le choisit. Alors, peut-être pas dans l'éducation, cette fois-ci. Parce que, pour le coup, il y avait une volonté de progrès en disant, je vais donner ça à une intelligence artificielle qui sait ce qui est bien, qui va donner des décisions relationnelles, un peu comme un Vulcain. Hein, voilà. Et puis, finalement, s'il n'en sort pas, le spot, il en sort les poissons. Donc oui, aujourd'hui, c'est déjà le cas. On éduque déjà les enfants avec l'intelligence artificielle. Et ils y sont dès le plus jeune âge, à TikTok. Nous, la fabrique des crétins. Après, on peut appeler ça des crétins. Non, mais on est bien d'accord. On peut appeler ça des crétins. Je partage votre opinion, mais c'est pas bien de le dire. C'est pas... Alors, mais juste Mais ça sur la... Quid du niveau d'expertise? Parce que l'humain garde l'expertise, mais à terme, quid du niveau d'expertise finalement? Elle sera différente. Ah oui. Parce qu'on va garder l'expertise jusqu'à quand? Finalement, c'est peut-être l'humain qui l'expertise. Peut-être pour ce que disait Gaëtan, c'est la formation continue. C'est la formation continue qui va me permettre de continuer d'avancer. C'est sûr que si je m'arrête... mais le problème, c'est qu'après, la part qui va aller au niveau de l'expertise par rapport à ce et ceux qui vont rester sur le trottoir, je pense que le curseur va malheureusement... on est d'accord. Et on revient à l'élitisme. Et ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est peut-être aussi, peut-être pour moi, le danger peut-être de l'intelligence artificielle. Il faudrait veiller quand même à pas... quelque part, tu parlais de McDonald's. Oui. Tu parlais de McDonald's. Donc, pour moi, le danger, ça serait, on va dire, de générer une quantité énorme de médiocrité, et que ça devienne finalement la norme. Et on en revient à ce qu'on vient de se dire là. Oui, je sais que c'est déjà le cas, mais... Peut-être que Pascal, pour une dernière réaction, on pourra conclure là-dessus avant d'aller partager le cocktail et finir cette discussion. Du coup, je voulais faire un contrepoint qui était plus ou moins dans le titre, c'est effectivement est-ce que l'intelligence artificielle, l'IA, est une illusion? À cette question, probablement oui. C'est-à-dire que pour certains secteurs, ça sera aussi une illusion. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de projections de l'idée que c'est un progrès, alors que je vous rappelle que la porte qu'on vient tous de passer pour entrer dans cette salle-là, en fait, une porte, ça fait des milliers d'années qu'on fait les portes de la même manière et que ça n'a jamais changé, en fait. C'est toujours un rectangle qu'on tire ou qu'on pousse et qu'il n'y aura jamais d'évolution de qu'est-ce que c'est qu'une porte. Donc ça veut dire que probablement, il y a des secteurs qui n'évolueront jamais grâce à l'intelligence artificielle, ou plutôt qui d'ailleurs vont régresser à cause de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de porte. C'est ça, la porte n'existe pas, je pourrais terminer là-dessus. On va traverser les murs. Voilà qui permet de conclure ces échanges. Je vous propose éventuellement de continuer à discuter et à échanger avec nos intervenants autour d'un petit buffet qu'on vous a préparé. Merci en tout cas d'avoir accepté. Bravo.